Julien Morel. Je suis heureux de vous accueillir à cette Venture Academy qu'organise l'ESSEC. En deux mots, moi je m'occupe de la partie entrepreneuriale de l'ESSEC, un incubateur d'étudiants avec 35 entreprises à peu près qui sortent chaque année, une pépinière d'entreprises qui se trouve au CNIT à la Défense. Et l'ESSEC a son propre fonds d'investissement. Donc on investit aussi des tickets de 50 000 euros. C'est une particularité de l'école chaque année dans quelques projets qui sortent évidemment de notre écosystème. Alors on est là aujourd'hui après avoir fait, je crois qu'on en a la 8e conférence. On a vu beaucoup de fonds, des business angels. On a vu également même un père qui investissait dans la boîte de son fils. Tous les cas de figure. Là, on est dans une autre optique. On va comprendre comment nos deux cofondateurs des Deux Gourmands ont procédé pour obtenir une subvention, un prêt, mais la FAS va nous expliquer ça et Frédéric Dassonville est là pour ça. L'idée, c'est d'organiser la discussion en 3 parties. La première partie, c'est la période de recherche côté entrepreneur. Comment ça s'est passé, quels ont été les chemins qu'ils ont suivis. Également, on va donner la parole à l'investisseur. Comment est-ce qu'eux procèdent aussi pour trouver les dossiers qui conviennent. Deuxième partie, la rencontre et la négo, parce que je pense que comme il y a une négo avec des fonds, il y a certainement des choses, en tout cas, il y a des interactions en tout cas importantes avec une organisation comme la FAS. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe après comment est-ce que vous fonctionnez Est-ce qu'il y a des reporting Qu'est-ce que les Deux Gourmands attendent de la FAS Qu'est-ce que la FAS attend évidemment des Deux Gourmands Et comment vous interagissez Plus on est concret, plus c'est intéressant pour nous et le public. Donc, je vais peut-être commencer par donner la parole à Louis Bataille, qui va nous expliquer ce que c'est que les Deux Gourmands. Et puis ensuite, la FAS se présentera. Bonjour, donc Louis Bataille, je suis cofondateur de Les Deux Gourmands avec Guillaume, mon associé. On a monté ce projet à la sortie de l'école, donc j'étais l'année dernière en master spécialisé en entrepreneuriat à l'ESSEC. Et dans le cadre de ce master et juste à la sortie, donc on a monté ce projet. Donc Les Deux Gourmands, en fait, c'est une entreprise qui fabrique des produits alimentaires à partir de différents produits des terroirs d'Île-de-France. Donc l'idée, c'est d'aller dénicher des ingrédients aux différents coins des terroirs de l'Île-de-France, donc le terroir de l'Abri, le terroir du Gâtinais, toute la plaine de Versailles, en fait toute cette zone agricole très riche de la région parisienne que les gens ne connaissent pas. Voilà, là où on va s'approvisionner pour fabriquer nos produits. Donc on a monté tout un atelier de fabrication, on a investi dans nos machines, on a recruté une pâtissière pour toute la partie production. Et voilà, on a lancé aujourd'hui cette entreprise, donc ça fait 2-3 mois qu'on est lancé enfin, avec cette gamme donc, de 3 produits, biscuits au miel du Gâtinais, biscuits à la pomme de Brie et biscuits au coquelicot de Nemours. Voilà, et je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Présentation de Frédéric. Bonjour, je suis Frédéric Dassonville, donc je suis délégué d'une structure qu'on appelle une plateforme d'initiative locale et qui octroie des prêts d'honneur aux créateurs d'entreprises, aux repreneurs et même aux chefs d'entreprise qui développent leur structure. Alors juste en quelques mots, le prêt d'honneur est un prêt personnel qui permet aux entrepreneurs d'augmenter leurs fonds propres et ainsi d'augmenter le levier financier, le levier bancaire. Notre structure octroie des prêts qui vont jusqu'à 50 000 euros et on intervient essentiellement sur le département des Yvelines. Alors, on fait partie d'un réseau national qui s'appelle Initiative et qui couvre l'intégralité du territoire français. Donc, ce qu'on détaille ici peut s'appliquer à toutes les régions françaises. Voilà, on fait également une partie de garantie de prêts bancaires qu'on évoquera, je pense, très peu ici parce que c'est pas forcément par ce biais-là qu'on a aidé les Deux Gourmands. Voilà. Très bien. Les Deux Gourmands. Vous avez commencé dans un secteur qui est atypique à l'ESSEC, l'agroalimentaire, en tout cas le produit. On a beaucoup de boîtes web, on a beaucoup de boîtes techno, on a qui ont des fonds qui sont un peu faits pour eux. Donc dans ce cadre un peu atypique, racontez-nous un peu votre histoire de recherche de financement. Comment est-ce que vous avez procédé? À quel moment vous vous êtes dit il faut qu'on a besoin d'argent?
pour aboutir finalement à cette rencontre. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu atypique au niveau du projet, puisque autour de nous, on a plus des startups dans les services, nouvelles technologies, etc. Donc atypique sur le secteur et surtout sur le moyen de financement, parce que c'est vrai que aujourd'hui, les gens qui veulent financer des projets font plutôt appel à des levées de fonds, ou en tout cas en grande partie. Nous, on n'avait pas envie de passer par ce biais-là, on avait envie justement de garder le contrôle dans l'intégralité de notre entreprise, donc ne pas vendre de parts concrètement, et donc rester actionnaire à 100% nous deux. C'est pour ça qu'on a donc opté pour le financement via des prêts d'honneur et des prêts bancaires. Et donc on s'est rapproché pour ça de la Chambre de commerce de Versailles. Et comment ça s'est fait concrètement? En fait, on s'est rapproché de la CCI de Versailles très rapidement au tout début du projet, qui nous ont aidé un petit peu même en amont à monter tout notre projet, à cadrer tout ça. Et très rapidement, on a été réorienté donc, en interne de la Chambre de commerce de Versailles, puisque la FAS dépend de la Chambre de commerce, vers la FAS qui nous a permis de monter donc, tout ce prêt d'honneur. Et donc voilà, pour nous, c'était vraiment une bonne solution, dans le sens où ça nous permettait de financer tout ce qu'on avait envie de financer, en gardant cette logique de contrôle de la société et emprunter pour investir dans l'entreprise. Très bien. Alors, comment ça se passe quand vous rencontrez la FAS? Vous dites bonjour, on a un business plan, en 2 minutes c'est fait ou... Non, alors on n'obtient pas un tel prêt en claquant des doigts. Il a fallu faire un long travail sur notre business plan. Donc, qui dit business plan dit étude de marché, validation de notre concept, chiffrage. Une fois qu'on avait fait notre business plan, il a fallu s'adapter au modèle de la FAS qui propose donc elle aussi son propre business plan. On s'y est adapté, il y a eu un peu de boulot là-dessus. Une fois ça effectué, il a fallu prouver que notre projet tenait la route. Donc on a présenté ce business et demande de la CCI. Voilà, donc il a fallu les convaincre afin d'obtenir ce prêt. Voilà. Côté AFAS, quels sont vos process habituels, justement? Alors, les process habituels pour ce type de projet, c'est que, effectivement, donc, ces deux messieurs m'ont contacté par téléphone ou par mail, d'ailleurs, je ne sais plus trop, mais bon, voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, ils m'ont exposé leur projet en quelques minutes. Alors, dans le cadre des structures de prêt d'honneur et des plateformes d'initiative locale, on a un certain nombre de critères d'éligibilité. Les critères d'éligibilité, alors je ne vais pas vous les détailler ici spécialement, mais on a des critères financiers, c'est-à-dire qu'il faut un apport minimum en capital. Et classiquement, on ne va pas prêter plus à taux zéro que ce que n'investissent les porteurs de projets. Donc c'est déjà un premier seuil. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a des critères géographiques. Donc on intervient sur les Yvelines. Le projet étant yvelinois, là-dessus, on n'a pas de contraintes. Et dans un troisième élément, c'est la rentabilité du projet. Dans le cadre du business plan sur lequel on a travaillé, le projet doit être rentable. Pas forcément la première année, parce qu'évidemment, un certain nombre de paramètres font que les projets ne sont pas systématiquement rentables tout de suite. Mais il faut montrer la rentabilité. Donc ce sont sur ces points sur lesquels on a travaillé. Alors il y a d'autres choses périphériques, parce qu'on parle de business plan, mais un business plan n'est pas que la partie financière, loin de là. On a évidemment tout un process de validation d'études de marché, un process de validation juridique, on va peut-être y venir après, mais donc on ne voit pas que la rentabilité économique. Et notre travail, et le mien en l'occurrence, a été de valider tous ces points au cours de différents rendez-vous. De mémoire, on a eu 3 ou 4 rendez-vous sur lesquels on a validé tous ces points et sur lesquels en fait on challenge, enfin en tout cas mon travail c'est de challenger les demandeurs. Alors tout ça se fait de façon très bienveillante, c'est-à-dire qu'on est là encore une fois pour aider les porteurs de projets à réfléchir sur leur projet et à optimiser tout cela. Voilà. Très bien, de votre côté, racontez-nous un peu l'aventure. Le process vous a-t-il semblé lourd, facile, challenging?
Et peut-être juste avant revenir sur comment vous avez levé votre tout premier fonds, juste avant de voir la phase, parce que on vient de comprendre qu'il fallait avoir effectivement des fonds propres pour recourir à ce prêt. Juste un petit... Un petit point là-dessus. Effectivement, pour être éligible donc, à un prêt d'honneur, il faut avoir au moins l'équivalent en face qui vient donc, de fonds propres ou de prêts bancaires. En l'occurrence, nous, en fonds propres, on a mis une petite somme, mais pas grand-chose. Et du coup, il a fallu trouver un prêt bancaire en face. Voilà, et ça s'est fait en fait dans la foulée, puisqu'on a commencé par voir la CCI, donc la face. On a été éligible à ce prêt. Et pour le déclenchement effectif du prêt, il fallait avoir signé le prêt bancaire. Donc dans la foulée en fait, du prêt à face, on a été voir 5 banques de la région qu'on a mis en concurrence, qu'on a travaillé un certain temps pour obtenir ce qu'on voulait. Et à la fin, voilà, on a obtenu donc, de la banque la plus offrante ce qu'on voulait. Et du coup, dans la foulée, en fait, le prêt à face a été accepté. Au niveau du prêt à face en tant que tel, c'est un long processus, oui et non. C'est quelques entretiens en amont vraiment pour cadrer le projet. Donc ça se fait de façon très cordiale, si je puis dire. Forcément, ils nous challenge un petit peu pour voir si on sait défendre le projet, si on a le bon axe de stratégie, si on va être capable de mener à bout tout le projet. Parce que, comme il disait, c'est un prêt sur la personne. Donc voir si les deux fondateurs sont à même de porter ce projet jusqu'au bout. Et voilà, c'est pas basé uniquement sur la bonne idée, le bon projet. Donc après tous ces différents entretiens, il a fallu... donc ça s'est fini en fait par ce que disait Guillaume, le passage en comité devant une dizaine de personnes. Et avant ce passage en comité, on a été voir donc différents banquiers membres de la FAS de façon individuelle, recommandés par Frédéric Dassonville, justement pour... de la même manière, les convaincre que notre projet tenait la route et que ils pouvaient nous faire confiance sur ce prêt. Qu'est-ce qui vous a séduit côté AFAS? Parce que j'imagine que tous les projets vont pas jusqu'au bout. Hein, donc, est-ce qu'il y a des éléments, là on rentre un peu dans l'intimité du partenariat ou du couple, si j'ose dire, du trio. Qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce qui a déclenché selon vous le oui? Alors, ce qui s'est passé, donc c'est déjà c'est un projet un tout petit peu atypique. On voit rarement maintenant des projets de fabrication comme ça de gâteaux, de petites fabriques artisanales. Donc ça déjà, ça nous a interpellés. Ensuite, il y a eu la jeunesse de ces deux messieurs. Avoir des porteurs de projets aussi jeunes qui avaient des idées visiblement extrêmement claires sur ce qu'ils souhaitaient faire de leur structure, ça a aussi été très intéressant. Et ensuite, on est rentré effectivement, enfin en tout cas moi j'ai essayé de voir quelles étaient leurs vraies complémentarités. Et une création d'entreprise, c'est aussi des hommes. Et c'est ça aussi, c'est leur personnalité et leur volonté d'entreprendre qui ont fait qu'on a eu envie de les aider. Alors les entretiens, si je peux faire un petit focus là-dessus, donc ont été vraiment intéressants parce que le challenge il est donc sur leur capacité à gérer la structure et aussi sur l'entente entre les actionnaires. On est sur une répartition qui est, je pense qu'on peut en parler, qui est à 50-50. Et donc la répartition 50-50, on dit toujours que c'est un petit peu compliqué. Donc ce que j'indiquais, c'est que à 50-50, il peut y avoir des situations de blocage. Je vais essayer de ne pas rentrer trop dans la technique. Il peut y avoir des situations de blocage juridique. Et donc, j'ai indiqué à ces messieurs, mais imaginez que pour vos bureaux, Louis veut, en plus on est presque dans ce cas-là, Louis veut des chaises bleues et Guillaume veut des chaises rouges ou un peu saumon comme ça. Dans le cas d'un 50-50, qui décide ? Bien, on peut avoir un conflit d'actionnaires, alors peut-être pas pour la couleur des chaises, mais pour des décisions stratégiques, si on n'a pas un juge de paix qui s'appelle un pacte d'actionnaires,
qui permettent de savoir qui va décider quoi, eh ben ça peut être extrêmement bloquant. Donc voilà à peu près le type de challenge. Enfin, c'est une toute petite anecdote, hein, mais sur lesquels on peut titiller les demandeurs, encore une fois pour les faire réfléchir sur leur projet et sur les aider et sur le fait qu'ils puissent optimiser leur activité. Voilà. On comprend bien qu'il y a eu cet apport, effectivement. Est-ce qu'il y a eu une négo? Est-ce que c'est comme dans un fonds, on négocie sur le montant, les conditions, ou est-ce que c'est comme ça, un point, c'est tout? Une négociation, oui et non, puisqu'on on demande un prêt d'honneur, donc un prêt à taux zéro. On ne va pas discuter ce taux, donc, et les conditions qui y sont liées. En revanche, il faut convaincre. Donc tout le travail, oui, il y avait un gros travail là-dessus, expliquer qu'on est sur un projet rentable, intéressant, à potentiel, que nous embaucherons le minimum requis pour ce prêt dans les 3 ans. Voilà, ce genre de problématique. Concernant la complémentarité de nos personnalités, c'est vrai qu'on a souvent entendu dire, et on entend régulièrement même, que un actionnariat à 50-50 est risqué. Donc il y a eu du travail là-dessus, et on a expliqué que nous, justement, c'était cet équilibre qui nous a avancé. Cet équilibre qui nous fait avancer, et ce qui aurait pu être une situation de blocage, finalement s'est avéré un peu comme une force, parce que on expliquait qu'on avait sur ce point-là qu'on faisait une sorte d'exception. Voilà. Oui, sur la négo quand même, alors il n'y a pas forcément de négo à proprement parler, mais ceci dit, nous, dans la face et dans les diverses structures qu'il existe des plateformes d'initiative locale, on a différents dispositifs qu'on peut actionner ou ne pas actionner en fonction des projets et des critères d'éligibilité. Donc on a eu un premier tour d'horizon, dirons-nous, sur un prêt à face pure. Et ensuite, quand on a construit le plan de financement initial, puisque c'est sur le plan de lancement que l'on intervient, on s'est aperçu qu'il serait peut-être intéressant d'avoir une enveloppe un peu plus importante. Donc on a actionné un autre levier qui est en fait le dispositif NACRE, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a permis de lever 20 000 euros supplémentaires à taux zéro. Donc ça a fait partie aussi des discussions qu'on a eues, puisqu'il y a évidemment un certain nombre d'incidences financières sur ces prêts-là, puisque classiquement les prêts à taux zéro sont remboursables sur 3 ans, ce qui n'est pas forcément tout le temps un avantage. On parle souvent du prêt à taux zéro en disant c'est bien, j'emprunte à taux zéro, mais il faut savoir que les remboursements se font sur 36 mois. 60 mois sur quelques cas, mais c'est pas systématique. Et mine de rien, en termes de trésorerie, à taux zéro, c'est très bien, mais si vous avez de fortes mensualités, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué dans certains cas. Donc, je me souviens qu'on a eu cette discussion-là, effectivement, pour essayer, encore une fois, d'optimiser le prêt à taux zéro et les durées de remboursement. Et je crois que le dispositif NACRE auquel vous avez eu accès, on est parti sur des remboursements à hauteur de 60 mois, si je me souviens bien. C'est donc sur 5 ans. Donc on a pu réétaler et actionner un autre dispositif pour optimiser. À l'époque, je crois qu'on était vraiment parti que sur le prêt à face. Donc voilà, c'est pas clairement de la négo. Ça a été une discussion entre les actionnaires et moi-même pour encore une fois essayer d'optimiser leur création d'entreprise. Alors le prêt se fait, mais les gourmands nous disent tout à l'heure, oui, nous on veut pas de fonds dans notre cas. On veut garder 100% du capital, on veut pas de fonds, et je suis sûr qu'ils vont croître de manière exponentielle, c'est tout le mal que je leur souhaite, mais il va falloir le financer, ça. Est-ce que ça va être un financement? Est-ce qu'ils ont prévu, est-ce que vous avez prévu, et en accord d'ailleurs avec votre investisseur en quelque sorte, une stratégie de levée de fonds mais via la dette? Et comment vous allez procéder dans ce cadre? Est-ce que vous êtes projeté un peu plus dans le futur, et en quoi la FAS pourra d'ailleurs vous aider à
éventuellement, s'il est nécessaire effectivement de lever plus de dettes, à le faire. Effectivement, on espère partir sur une croissance assez importante et financer donc cette croissance. Donc, ça va être de l'investissement dans de nouvelles machines, dans de nouveaux matériels. Effectivement, ça va passer soit par de nouveaux emprunts, donc soit d'autres prêts d'honneur qu'on envisage, soit éventuellement d'autres prêts d'honneur, d'autres prêts bancaires. Ça, c'est pas d'actualité aujourd'hui. Mais on compte surtout en grande partie sur du financement en interne. Donc autofinancer notre croissance. Alors, sur le développement, on peut alors aussi bien la FAS que le réseau Initiative intervenir sur le développement de l'entreprise. Donc on pourra, on en rediscutera j'imagine en temps utile, mais intervenir sur effectivement, alors pas forcément un autre prêt d'honneur, un autre prêt à taux zéro, mais ce qu'on appelle de la garantie de prêt. Certaines structures, en fait, dont la nôtre, peuvent garantir des prêts personnels qui sont contractés auprès des banques. Donc, encore une fois, ce sont des prêts sur la tête des dirigeants et pas sur l'entreprise. Donc, on pourra disserter là-dessus si vous le souhaitez après. Mais la FAS, encore une fois, peut garantir les prêts. Donc, ce qui peut, encore une fois, créer un effet de levier financier si d'autres prêts bancaires sont sollicités. Et ça peut aussi être intéressant vis-à-vis d'investisseurs qui voient que le projet a plu à des structures, à des associations comme les nôtres. Et je pense que ça peut être une sorte de booster, on peut dire ça comme ça, pour des entrepreneurs, pour des business angels ou des personnes qui souhaiteraient investir, même si vous n'êtes peut-être pas dans ce trend-là pour le moment. Mais voilà, donc du coup, il y a encore d'autres leviers effectivement à actionner. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est vrai qu'on aime suivre les entreprises. Donc c'est-à-dire qu'après le financement, on a un outil de suivi et éventuellement de parrainage. On va probablement en parler après, qui nous permettent de voir et de déterminer quels sont les besoins des entreprises pour leur développement. Et à ce moment-là, on peut soit avec nos propres outils les aider à se développer, soit éventuellement les orienter vers d'autres dispositifs qui ne sont pas forcément des business angels pour les aider à développer leur projet. Alors on a ici encore un exemple de levée de dette très tôt. Et j'essaie de comparer, c'est une question que j'ai, la pression finalement que cette dette va opérer sur vous par rapport à la pression d'un business angel qui rentre, mais sur lequel vous n'avez pas remboursé tout de suite, parce que la dette, vous remboursez chaque mois. Et deuxième question et deuxième risque, entre guillemets, sur cette pression, qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas ? Est-ce que vous remboursez à titre personnel, puisque ce sont des prêts perso ? Comment ça fonctionne ? Mais première question d'abord, le niveau de pression est-il tolérable ? Est-il acceptable ? Il était souhaité en tout cas. Parlez-nous un peu de ça. Ce niveau de pression, effectivement, il existe parce que les premières échéances commencent doucement à tomber. Là-dessus, justement, contrairement à une start-up très innovante qui va développer des nouveaux services sans savoir si derrière ça va prendre, et à ce moment-là on fera x10 ou ça prendra pas et puis on aura perdu les billes qu'on a mis. Nous, c'est vrai qu'on est sur une logique un petit peu différente avec un produit tangible. Voilà, c'est de l'alimentaire. Il y a un marché qui est avéré sur ce marché. Donc tout notre challenge justement, c'est de trouver des débouchés pour ce produit. Il en existe, donc c'est à nous vraiment à partir du produit qu'on fabrique nous en interne, on a toute la capacité pour le fabriquer chez nous. À nous de savoir le vendre et donc d'assurer un certain niveau de chiffre d'affaires. Voilà, donc on a un tableau de suivi des ventes, etc. pour être sûr d'être toujours dans les clous et s'assurer de pouvoir rembourser justement ce prêt. Je pense qu'il y a aussi une question d'anticipation. On a essayé de faire un business plan que, contrairement à ce qu'on pourrait entendre parfois, on suit. Aujourd'hui, voilà nos prévisions. Et donc finalement, lorsqu'on a bien anticipé et qu'on arrive à suivre les plans à la lettre et qu'on est organisé, le stress, ça me nuit. Donc voilà. Finalement, on a un certain nombre de clients
à dénicher chaque mois, chaque semaine. On a un plan même par semaine. On s'y fie, coûte que coûte. Et puis on y arrive parce qu'on a essayé avec notre projet de répondre à un vrai besoin sur un marché de niche, certes. Mais de toute façon, pour le succès de notre affaire, il ne fallait pas commencer très gros. On peut réussir en commençant petit, puisque nous fabriquons nous-mêmes. Et c'est ce qui fait aussi un peu la force de notre projet. Donc une pression positive, on va dire, et surtout cadrée. Ça, c'est absolument essentiel quand on lève de la dette. Maintenant, peut-être juste avant de donner la parole à Frédéric, qu'est-ce qui se passe? Je répète ma deuxième question. Qu'est-ce qui se passe en fait? Hypothèse, ça ne marche pas. C'est impossible. Mais à titre juste d'information, qu'est-ce qui se passe si on doit rembourser, si la boîte fait faillite dans ces cas-là? Justement, c'est un prêt sur la personne, donc c'est pas lié directement à l'entreprise. Donc aujourd'hui, on a sur notre tête, nous deux, une dette. Voilà, donc si l'entreprise ne fonctionne pas, faut faire en sorte d'être capable de la rembourser. Après, c'est pas aussi, il n'y a pas une pression qui est aussi importante qu'un prêt bancaire où on peut avoir des cautions derrière, parce que c'est un prêt sans garantie. Donc, on fait notre maximum pour rembourser. Et puis, j'espère que vous ne viendrez pas nous voler nos chemises ou. Je sais pas si vous voulez peut-être. Alors moi, j'ai pas cette expérience j'espère que je l'aurai pas, de non-remboursement d'une telle dette. Je sais pas si vous pouvez peut-être compléter là-dessus avec des cas concrets. J'aimerais juste revenir sur la partie pression, 30 secondes. Quand on établit le business plan, en tout cas moi c'est ma façon de travailler et celle aussi des plateformes d'initiatives locales, c'est qu'on essaie de construire des business plans qui soient vraiment réalistes. C'est-à-dire on part pas sur des objectifs de chiffre d'affaires qui sont complètement démesurés. Et j'ai toujours tendance à dire aux porteurs de projets, faites un business plan avec un minima de rentabilité. C'est-à-dire que l'affaire doit être rentable, mais on est quasiment sur de la rentabilité, je ne vais pas dire zéro, parce que j'aime pas dire zéro, mais de la rentabilité minimum. Et également sur la partie trésorerie, puisque c'est quand même clairement le nerf de la guerre, on essaie de tirer des plans de trésorerie, même dans le prévisionnel, qui ne soient pas des plans de trésorerie linéaires. Je voudrais juste attirer votre attention là-dessus. On a toujours tendance à faire des plans de trésorerie sur 12 mois, classiquement, où on linéarise tout. Moi, mon discours, c'est de dire, il y a certes des choses qu'on peut linéariser, c'est-à-dire on prend la charge, on divise par 12 et voilà, mais il y a souvent des dépenses qui interviennent, je sais pas, trimestriellement, notamment les charges sociales ou des choses comme ça. Donc dans les plans de trésorerie et dans le prévisionnel, on essaye de faire des choses très très cadrées, de façon à ce qu'il y ait un minimum de surprises, même si évidemment les dirigeants ont d'autres outils de gestion, mais déjà ça permet d'avoir une idée des périodes auxquelles la trésorerie peut être un petit peu tendue. La deuxième question, c'était sur les éventuels risques de non-paiement. Alors je vais toucher du bois, mais aujourd'hui sur la centaine d'entreprises qu'on a accompagnées, on a très très peu voire pas du tout de problématiques de paiement. En fait, on a des échanges continuels en fait avec les porteurs de projets et les dirigeants, ce qui fait que dès qu'ils sentent qu'ils ont une trésorerie un tout petit peu tendue, on leur demande. Après, certains le font, d'autres non, mais de nous appeler, de nous téléphoner, et si pendant 2-3 mois, ils ont besoin d'un petit peu d'air, sous couvert d'une demande quand même officielle, c'est bon à savoir, sous couvert d'une demande officielle, on peut décaler et on peut générer des reports de paiement. Alors on bloque quand même, on verrouille quand même à 6 mois de report, parce qu'après on ne peut pas reporter indéfiniment, mais ça permet parfois à l'entreprise de reprendre un petit peu d'air et de pouvoir souffler un tout petit peu. Ça peut aussi avoir exactement le même effet de levier, entre guillemets, vis-à-vis des partenaires bancaires, qui parfois peuvent soit aménager un petit peu leurs prêts. C'est pas forcément toujours évident parce que le système bancaire est un petit peu rigide parfois, ou éventuellement d'octroyer des découvertes supplémentaires ou des choses comme ça. Donc voilà, on essaie de faire ça. C'est pas systématique. On étudie quand même le dossier. Je tiens clairement à le dire. C'est pas systématique, mais on est encore une fois dans une optique d'aide des demandeurs. Donc ça c'est important. Malheureusement, si l'entreprise périclite, là effectivement les demandeurs sont toujours redevables effectivement du prêt, et on a une personne qui nous aide et qui contacte les porteurs de projets pour rééchelonner éventuellement la dette,
et puis pour traiter vraiment les demandes, encore une fois, au cas par cas. On est dans une démarche vraiment humaine, et donc on ne vous enverra pas les huissiers, sauf vraiment cas extrême. Voilà. Alors, côté des entrepreneurs, vous, qu'est-ce que vous attendez dans la relation et le suivi avec la FAS? Comment ça va se passer une fois l'investissement fait? Vous téléphonez de temps en temps, vous donnez des infos mensuelles, trimestrielles. Comment s'établit ce process? Alors, c'est plus trimestriel que mensuel, mais effectivement, il y a toujours un suivi qui existe. On a déjà notamment, depuis le déclenchement du prêt, rencontré le directeur de la FAS, Monsieur Gosset, qui est venu nous voir donc, dans notre atelier pour échanger un peu sur notre business, notre stratégie, etc. Et on a un coach, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, un mentor qui nous est attitré et qui va nous suivre. On va voir à échéance régulière. Nous, notre prêt est tout neuf, donc pour info, on le rencontre la semaine prochaine pour la première fois. Et l'idée, c'est d'avoir un suivi de cette personne régulièrement tout au long du remboursement du prêt. Oui, en fait, donc dans le cadre des prêts donc à taux zéro, on a donc un suivi post-création qui peut prendre plusieurs formes. Soit ça peut être un suivi léger ou un parrainage plus renforcé sur tel ou tel domaine de l'entreprise. Les points sont effectivement trimestriels, donc on est sur des points de chiffre d'affaires, des points de trésorerie, les embauches éventuelles, et en fait donc ce sont des discussions entre le mentor et les dirigeants. Après, c'est vraiment à la demande des dirigeants, s'ils sentent qu'ils ont besoin d'un renforcement ou d'information ou d'un coaching plus fort. Ils font remonter l'information à la personne, et nous ensuite on peut développer d'autres actions. Nous, ce qu'on attend des dirigeants d'entreprise, c'est que l'activité fonctionne, évidemment, et surtout qu'ils se sentent sereins dans le développement de leur activité. On est là encore une fois dans un cadre de bienveillance et de bien-être, si on peut dire ça comme ça. Même si, encore une fois, nous, ce qui nous importe également, c'est d'avoir les remboursements et que les fonds que l'on a prêtés et qu'on va donc récupérer servent ensuite à financer d'autres entreprises. Le but de notre association, c'est vraiment le développement économique. Donc c'est très important. Et d'avoir un suivi comme ça régulier qui peut empêcher les incidents de paiement ou les problématiques de développement commercial. Si on peut encore une fois les aider s'ils en ont besoin, on est vraiment à l'affût de tout ça. Ce qui fait qu'on doit être en liaison, qu'on est en liaison assez régulièrement avec eux. C'est pas en faisant un point une fois tous les semestres ou une fois par an qu'on accompagne des porteurs de projets. Si tout va bien, c'est très bien. À la limite, on prend un café avec un petit gâteau, ça peut être pas mal. Mais ceci dit, les discussions sont toujours riches, et les personnes et les parrains que l'on a ou les coachs que l'on met à disposition des demandeurs sont soit des anciens chefs d'entreprise ou des personnes qui ont des compétences entrepreneuriales assez poussées. Donc il y a toujours un échange entre le parrain et le coach. Le coach n'est pas là pour récupérer d'informations économiques et pour nous les transmettre par la suite. Ce sont vraiment des échanges, des échanges économiques intéressants. Voilà. Très bien, on va bientôt passer aux questions-réponses dans le public. Juste avant, est-ce que vous auriez chacun d'entre vous deux, trois conseils aux entrepreneurs qui veulent passer justement par ce type de prêt, sur la façon de procéder? On en a parlé, mais on peut se répéter un peu. Et côté AFAS, côté investisseur aussi, les deux, trois points qui vous semblent importants de mentionner ici pour ceux qui voudraient suivre ce processus. Rapidement justement sur le financement, comme c'est le thème de l'échange aujourd'hui. Il y a plusieurs types de financement. Nous avons opté pour le prêt d'honneur. Après, c'est vraiment à chacun de voir selon sa stratégie, son ambition, sa vision des choses. Est-ce qu'il opte plus pour un prêt d'honneur, un prêt bancaire pur, des levées de fonds, de l'autofinancement si on en a
les moyens. Donc c'est vraiment en fonction de ses besoins et de sa vision un peu des choses qu'il faut arbitrer tout ça. Après, on entend souvent des gens qui disent j'aimerais bien lancer ma boîte, mais j'ai pas d'argent, donc ça va sûrement être bloquant, je le ferai sûrement pas pour cette raison. Faut savoir que à partir du moment où on a envie vraiment de développer son projet, on trouve toujours le moyen de trouver de l'argent, voilà, que ce soit par différents processus. Il y a plein de différents organismes qui font des prêts d'honneur, il n'y a pas que la FAS. Il y a plein de banques qui sont prêtes justement à suivre aujourd'hui les entrepreneurs. Après, il y a des business angels, plein de choses. Donc, faut pas que le financement soit vraiment un point bloquant. Et par contre, voilà, à partir du moment où on a le projet, on a envie d'aller jusqu'au bout, voir tout ce qui existe. Et avec tout ce qui existe, financer au mieux son projet. Alors, les deux, trois points clés. Alors, en fait, il faut effectivement pas se bloquer si on a un manque de financement. Il y a effectivement un investissement minimum à avoir de votre côté. Mais lorsque vous démarchez des structures de financement, il faut que vous ayez un projet qui soit clairement défini. Ça, c'est très important. Il faut avoir également validé à minima le marché, alors via des études que vous pouvez soit faire en direct ou vous pouvez aussi récupérer des résultats d'études qui sont faites. Donc ça, c'est important. Il est aussi important pour nous de savoir comment vous allez adresser le marché que vous attaquez. C'est très important pour nous de savoir comment vous allez fonctionner. Donc ça, ce sont des points importants. Ne pas vous lancer dans une activité que vous ne maîtrisez pas techniquement, ça c'est très très important également. De dire aujourd'hui je suis je sais pas, informaticien, alors ne prenez pas mal, et demain je monte une chocolaterie. On ne peut pas décemment se lancer dans ce genre de business sans avoir fait un minimum de formation. Donc ça c'est important, c'est ce qu'on appelle nous l'adéquation homme-projet. C'est quasiment 50% du projet. Ça c'est très très important. Et sur la partie juridique également, on en a parlé, avoir un minimum d'informations et savoir comment vous allez articuler juridiquement votre structure. Et puis après, donc sur la partie financière, avoir un minimum d'apport, mais ne pas bloquer votre projet si vous sentez qu'il y a un manque de fonds au démarrage. Il y a énormément de structures qui peuvent vous aider, il y a beaucoup de dispositifs. Et donc, il faut solliciter les structures, même en amont de votre projet, à partir du moment, encore une fois, où il est à peu près validé. C'est important de démarcher au plus tôt les structures de financement. Très bien, on va passer aux questions-réponses. Je vais inaugurer pour une fois, c'est moi qui vais poser la première question. Où est-ce qu'on trouve vos gâteaux ? Alors, nous avons déjà inauguré notre marque et nos biscuits au salon Saveur Espace Champéret début décembre dernier. Donc on est tout jeune, on a à peu près 2 mois d'existence. Aujourd'hui, nous, on cherche à s'implanter dans les meilleures épiceries fines de la région d'Île-de-France. Donc boutiques, artisans, même boulangeries. Voilà, des distributeurs qui font attention à leurs produits. On a une dizaine de points de vente. Alors ces points de vente, on les indique sur notre page Facebook. Très bientôt, même demain, sur notre site internet. Voilà, on est vraiment dans les prémices. Donc une dizaine de points de vente, boutique parisienne, boutique à Fontainebleau, une boulangerie à côté de notre local. Donc, vous voyez, on est aux prémices et on cible 150 points de vente en fin d'année. Et si on suit notre tendance, ça devrait être réalisable. De toute façon, il le faut. Voilà. Merci beaucoup. Si le public a des questions, on est dans une salle de classe, un peu, vous levez les doigts, bien sûr. Bonjour, je m'appelle Michel Delahaye, je suis arrivé au plein milieu, donc je ne sais pas bien si peut-être je suis hors sujet pour l'instant. Ma question, vous avez l'air de minimiser un petit peu l'argent de départ. Je pense qu'il est important déjà d'avoir un apport personnel. Je vais vous demander, vous, combien vous avez mis dans la table, combien vous avez mis dans votre entreprise au démarrage? Ouais, donc très concrètement, pour être avec des chiffres assez précis, de notre poche, pour l'instant, on a mis chacun 6 500 euros. Et en face de ça, il y a 45 000 euros de prêts d'honneur. Voilà, donc on a décroché via la FAS, et 45 000 euros de prêts bancaires qui viennent compléter donc
donc ce prêt. Donc on peut voir que voilà, on n'est pas besoin de millions d'euros pour se lancer. Il nous fallait à peu près 100 000 euros et en mettant uniquement 6 de notre poche, on arrive à financer tout ça. Donc, voilà. D'accord. Excusez-moi, dernière question peut-être pour vous. Est-ce que réellement on peut commencer de zéro? Est-ce que simplement on se dit j'ai pas d'argent, je veux monter une entreprise? Est-ce que c'est possible? Ou est-ce qu'il faut être un peu franc et dire que si on n'a pas d'argent, il n'y aura pas d'argent? Alors, de zéro de chez zéro, non, effectivement. Là-dessus, on est. Non, mais on est bien d'accord. Hein. Zéro de chez zéro, non. Maintenant, avec un minimum de. Enfin voilà, là, on est sur des apports quand même assez. C'est pas faible, mais des apports assez limités. Encore une fois, si le projet est convaincant et si on sent qu'il y a une vraie dimension économique, il y a un vrai développement possible, on peut effectivement y aller. Maintenant, c'est ce que je disais au démarrage de l'atelier, il y a quand même un minimum de fonds à investir en pourcentage. Hein, alors en pourcentage, alors classiquement, parce qu'il y a nous et enfin il y a les plateformes d'initiative locale et il y a les banques. Avec l'apport des plateformes d'initiative locale qu'on considère comme du quasi fonds propre, il faut qu'on soit à peu près entre 20 et 30%. 30% d'apport. Voilà, pour les banques, c'est comme ça. Voilà, maintenant, notre point de vue à nous, c'est que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que on aime bien que les porteurs de projets amènent autant que ce que nous, on prête. Alors, ce que vous avez peut-être pas dit, c'est que vous êtes à 6500 d'apport aujourd'hui, mais on est sur un capital de l'entreprise qui est quand même un peu plus conséquent, et on doit être, j'imagine bien, sur un déblocage de capital qui est sur plusieurs années. Voilà. Donc du coup, l'investissement doit être un peu plus important, je pense. Mais là, en investissement pur, en fonds propres purs, donc on est à 13 000 euros. C'est ça, hein, ça doit être ça. Aujourd'hui, voilà, 12 500. Voilà. J'ai répondu à votre question? Oui. Une autre question? Oui, non, c'est bon, je vais parler un peu fort. Au niveau de la... D'accord, ok. Au niveau de la face, les projets que vous soutenez sont dans quel type de secteur d'activité? Vous avez combien de dossiers qui vous sont présentés? Vous en sélectionnez combien? Alors, on n'a pas de secteur d'activité clairement défini. Bon, concrètement, tout ce qui est projet type innovant et autres, il y a d'autres structures un peu plus spécialisées. Donc, du coup, la partie innovation, on peut financer de temps à autre, mais c'est pas vraiment notre spécialité. Sinon, on n'a pas de critères spécifiques d'activité. Donc, ça peut être une boulangerie ou une activité un petit peu artisanale comme celle-là, jusqu'aux activités d'SS2I, des activités de conseil, etc. Il n'y a vraiment pas de blocage. Ensuite, sur le nombre de dossiers instruits, on finance à peu près une trentaine de dossiers par an. Donc avec un prêt moyen qui est aux alentours de 35 000 euros. Alors en dossier instruit, enfin en dossier reçu, on est à une petite centaine par an. Et moi j'instruis à peu près sur les 30 qu'on finance une cinquantaine ou une petite soixantaine de dossiers. Ça dépend comment on définit l'instruction. Enfin, voilà. Donc il y a effectivement des projets qui sont soit reportés dans le temps, soit qui sont éligibles au démarrage et qui ne le sont plus après, parce qu'on a un certain nombre de critères d'éligibilité en termes de capitaux propres, etc. Donc voilà, donc on est à peu près sur ce trend-là. Et pour compléter cette information, on finance 30 dossiers par an et on a présenté cette année en comité 37 dossiers. Donc on a eu 7 dossiers de refusés ou d'ajournés sur l'année. Voilà. Bonjour. Je voulais savoir si c'était obligatoire de travailler en binôme ou on peut se lancer seul, en fait, sans problème. Alors, il n'y a aucune obligation là-dessus. C'est vrai que ce qu'on voit autour de nous, c'est que quand on est deux, c'est plus simple. On connaît pas mal de gens qui ont essayé de se lancer seuls et c'est jamais évident parce que voilà, c'est toujours bien d'avoir une deuxième personne, d'être complémentaire. On peut pas tout faire tout seul non plus.
Donc c'est possible si on est très doué, il y a des contre-exemples, hein, j'en connais aussi. Après c'est vrai que majoritairement on voit que les projets en binôme arrivent plus souvent à aboutir que les personnes qui essaient de se lancer seules et qui se rendent compte que finalement tout seul c'est un peu compliqué. Et parce que voilà, on n'a qu'une seule vision des choses, on ne peut pas échanger avec l'autre, on a pas assez de recul tout seul sur son projet. Donc c'est moins évident, mais ça existe. C'est possible. C'est possible. D'accord. Sinon, j'ai juste deux petites questions. Ces produits, ça me fait penser un peu à Michel Augustin. Vous marchez un peu dans leur direction finalement. Alors, pas vraiment, parce que on a au fond pas le même métier, donc pas le même produit. Du coup, on n'est pas vendu dans les mêmes réseaux de distribution, du coup, on ne sera pas vraiment concurrent. Pas le même métier, parce que justement, nous, toute notre stratégie et tout notre investissement, c'est axé sur la fabrication, donc l'investissement des machines, tous les travaux du local. Donc, le cœur de notre métier, c'est vraiment la production pure, en l'occurrence aujourd'hui, de biscuits. L'employé qu'on a recruté, c'est pour la production. Quant à côté de ça, Michel et Augustin, voilà, sans entrer dans les détails, font faire, et même s'ils racontent qu'ils ont commencé dans leur cuisine, ils n'ont jamais eu cette volonté d'investissement dans l'outil de production, ce qui est notre cœur de métier aujourd'hui. D'accord. Voilà. Et sinon, vous avez raison de ne pas vous ouvrir, je dirais, de vendre des actions et autres, puisque qui dit ouverture dit parrainage, et le parrainage, des fois, ça engendre... on n'est plus maître à bord, je dirais. On est d'accord. Il y a des sectes, des fois, qui tournent autour des porteurs de projets qui sont tout à fait négatifs. Donc c'est pour ça qu'il faut être très prudent. Très bien. Question ici. C'est l'adéquation au projet qui vous a fait embaucher une pâtissière, un pâtissier. Bonjour. Oui, merci. C'est l'adéquation au projet qui vous a fait prendre un employé au départ? Je n'ai pas tout à fait compris la question. Dans le montage du projet, il faut une adéquation homme-projet. Donc au départ, vous avez un employé, une pâtissière, si j'ai bien retenu, ce qui est quand même lourd en charge dès le départ. Et est-ce que c'est pour la raison adéquation homme-projet obligatoire? C'est-à-dire, en fait, est-ce que vous avez des diplômes de cuisine, vous auriez pu vous passer de l'employé, ou c'est une autre stratégie? Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, il faut maîtriser la technique. Donc nous ne sommes pas pâtissiers ni biscuitiers à l'origine, donc il a fallu s'entourer. C'est aussi pour cette raison-là que notre projet est peut-être plus viable. Alors il ne faut pas non plus s'entourer de n'importe quelle personne. Comme pour tout le reste de notre entreprise, on a organisé une sorte de petit concours en mettant des offres d'emploi sur Ferrandi, le nôtre, dans notre cercle d'amis, et un petit concours afin de recruter le meilleur, en l'occurrence la meilleure pâtissière qu'on pouvait dénicher. Voilà, je reviens sur les histoires de financement et de fonds propres à l'origine. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'avons aucune caution, aucun proche ne nous a aidés dans le projet. Donc avec ce tout petit apport, on a pu monter cette entreprise. Si on y est arrivé aussi, c'est parce qu'on a écouté sans arrêt le marché, et on s'est rendu compte que beaucoup de gens pouvaient nous aider. Donc la FAS, la CCI, beaucoup de conseillers aident gratuitement les porteurs de projets. Le réseau de l'ESSEC, évidemment, nous a soutenus, nos proches. Voilà, donc rester à l'écoute sans arrêt, tout conseil est bon à prendre. Bonjour. Le montant du prêt d'honneur est-il limité à 45 000 euros ou peut-être aller au-delà de ce montant? Alors, pour la structure dans laquelle je suis, on peut aller jusqu'à 50 000 euros, voire dans des cas de reprise d'entreprise à 70 000 euros. Mais la majeure partie des plateformes octroient des prêts d'honneur qui tournent autour de 25 000 euros. Voilà, donc voilà. Et ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est que vous pouvez agréger un certain nombre de dispositifs, dont notamment le dispositif NACRE, par exemple, si vous êtes éligible. Il y a évidemment des critères d'éligibilité. Et souvent, alors c'est pas systématique, mais les aides sont cumulables entre elles. Donc là, nous, on a agrégé deux types d'aides. Alors, on peut
superposer entre guillemets les aides jusqu'à un certain niveau évidemment, puisque comme ce sont des prêts dits personnels, on regarde aussi lors de l'étude du dossier l'endettement personnel des demandeurs et comme vous êtes redevable du prêt, même si la structure malheureusement périclite, le but n'est pas que les plateformes vous mettent en danger. Donc on regarde l'endettement perso. Mais pour répondre donc clairement à votre question, 25 000 euros sur les plateformes avec des dispositifs NACRE qui peuvent aller qui vont jusqu'à 10 000 euros par personne. Voilà. Et en fonction du projet, est-ce que vous pouvez moduler ce montant ou pas? Ah oui, non mais absolument. C'est-à-dire que on n'est pas. C'est-à-dire que le montant est déterminé avec les demandeurs. C'est-à-dire que et ça joue dans les deux sens. On parlait de négo tout à l'heure, mais c'est sûr que ces messieurs auraient pu venir me voir en me disant bon voilà, bonjour, vous octroyez jusqu'à 50 000 euros. On voudrait vous demander 50 000 euros. Moi, ce que je regarde dans le business plan, c'est justement l'équilibre financier. Et là, ça n'a pas été le cas, mais s'il m'avait demandé 50 000, j'aurais dit non, c'est pas possible, parce que vous investissez 25 000, donc on va rester sur un trend de 25-30 000 euros, 25-30 000 euros maximum. Donc là, on définit avec le porteur de projet quel est le montant, quel est le montant qui doit être demandé à taux zéro. Voilà. Merci, on va devoir clore cet atelier. Je vous demande d'applaudir nos participants. C'était vraiment riche d'enseignements.